Voilà, transition est faite. Je te mets l'audio. Dis-nous bonjour Pierre. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, tout est bon, on est OK. Donc, on se retrouve ce soir pour la dernière vidéo habituelle dans le programme, on va dire, de l'année, avec donc la réception de Pierre. Salut Azat. Alors, c'est sur toi que ça tombe, petit vénard, puisque tu es le dernier. Mais j'en profite de ta venue pour remercier tous ceux qui sont venus une fois ou plusieurs fois, comme c'est ton cas. Moi, ça me fait plaisir. Je pense que c'est sympa pour les gens aussi d'avoir un petit peu autre chose que ce que moi je fais. Et puis, en plus, voilà, on peut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit de sous-jacent. C'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour moi. Donc, c'est vraiment sur la seule envie, ce qui est d'autant plus remarquable. Parce que moi, à la limite, j'ai une chaîne que je fais tourner avec du contenu, mais enfin, sans considération de son succès ou non. Mais vous, c'est doublement gratos, donc je salue le geste, tout le monde salue le geste, merci à vous tous, c'est toi que je remercie personnellement, mais c'est à travers toi tous les autres qui sont venus, c'est très gentil de votre À part. travers toi, l'humanité. Exactement. Mm. Ceci étant dit, après le panégyrique, on va donc parler ce soir de Barjavel, Ravage, alors tu nous as mis une couverture absolument atroce. À qui t'as envoyé 50 €, mais n'hésite pas, hein, c'est vrai que j'ai pas mis encore mon Tipeee en place, hein, mais n'hésitez pas à me soutenir financièrement, ça me ferait plaisir, tout autant qu'un soutien non financier. Alors, je l'ai jamais lu. J'ai jamais lu Barjavel, ce qui est d'autant plus étonnant que j'ai le Voyageur imprudent dans ma bibliothèque. Alors d'où il sort, j'en ai absolument aucune idée par contre. Ce qui est certain, c'est que j'ai jamais vraiment eu envie de le lire. Ce qui est comme ça, hein. Maintenant je suis trop vieux pour me justifier, c'est la vie. Donc on va voir si tu me donnes envie de me rattraper. Je crois que le problème c'est que je suis pas J'espère. trop bon public pour l'anticipation, la science-fiction, ce genre de choses, mais bon, peu importe. Ceci étant dit, je l'aurais lu. Néanmoins, si ça avait pas été un peu improvisé, la réception, entre guillemets, puisqu'on a planifié ça un peu tardivement, donc j'ai pas eu le temps de m'organiser pour le lire et pour mieux connaître l'auteur avant de te recevoir. Là, c'était trop compliqué. Et tout ce que je connais de lui, bah, c'est un petit peu sa biographie à cause de certaines particularités géographiques proches de là où je vis ou de là où j'ai vécu que je t'ai fait remarquer. Et puis de son parcours un petit peu par association en 40, même si c'est plus compliqué que ça. Bah écoute, je te laisse. Pardon? Certaines carabistouilles de la guerre. Voilà, c'est ça. Qui l'ont relié notamment à un travail que j'avais fait sur les maudits. Et Tout à fait. voilà, donc je te laisse la piste à noter que notre ami a un petit air de Michel Sardou. Voilà, c'était ma contribution du soir. Non, j'ai quand même lu ce que tu avais fait, j'ai pris quelques notes. Pas grand chose, pas autant que j'aurais voulu, mais bon, quand même, j'essaie toujours de regarder ce que vous faites avant de vous recevoir, parce que bon, voilà, c'est normal. Eh bien, à toi, vas-y. Alors, René Barjavel, que l'on voit ici à un âge avancé, est né en 1911, début 1911 à Nyon, dans la Drôme, au sein Ah, d'une famille assez modeste. je me permets déjà, on dit Nyons, hein. Sachez Ah, qu'on on dit Nyon, on y fait excuse-moi. on y fait une huile d'olive très réputée, voilà. J'ai passé mon Mon, adolescence dans la Drôme, hein, mais on dit Nyons, ouais. Mais mon vas-y. nordicisme fait que je ne Oh, prononce pas les S à la fin. mais oui, mais tu vois, dans le sud, on dit Nyons. Ceci étant dit, il n'y a pas vraiment y a pas vraiment d'accent dans la Drôme. Oui, c'est très cher, oui, effectivement. Allez, vas-y, on voit. Au sein d'une famille d'origine paysanne, son père est boulanger et sa mère fait de la couture. Et donc, il y a, à travers cette famille, à la campagne, dans une petite ville proche de la campagne, avec un père quand même qui est proche des pays, de la paysannerie locale, etc. Il y a un attachement à la nature qui se crée, et ainsi qu'aux valeurs rurales et catholiques de la campagne de l'époque, qui marqueront durablement son œuvre tout au long, depuis le début jusqu'à la fin, en fait. Il y a une grande ligne sur les valeurs que Barjavel a voulu impulser à son œuvre. Comme dit, il passe son enfance dans un environnement relativement simple, proche de la terre et du rythme des saisons, une vie de gosse à la campagne du début du XXe siècle. Il s'agit de formation, en quelque sorte, qui fournira plus tard sa nostalgie pour le monde naturel, qui présente dans les romans comme par exemple Ravage ou La Nuit des Temps.
Après le baccalauréat, il travaille tout d'abord dans une imprimerie à Nyons, puis à Moulins, en tant que journaliste au sein du Progrès de l'Allier. Il lui permet d'acquérir une connaissance pratique du livre, tout simplement du travail de l'édition et du livre, ainsi qu'un premier carnet d'adresses, aussi petit soit-il, dans l'impression, le journalisme, etc. En 1936, il entre chez De Noël. De Noël qui est quand même la maison d'édition un peu des jeunes, la maison d'édition des jeunes des années 30, alors en plein essor, hein, chez De Noël. Il collabore avec des écrivains comme Louis-Ferdinand Céline, avec Blaise Cendrars. Il rencontre également Jean Giono, qui aura une influence majeure sur lui, notamment par sa vision de la nature, d'une vie simple et sa critique du progrès technique. Tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, qui est clairement un livre qu'aurait pu écrire Barjavel, en tout cas dans son fond. Il commence son œuvre par des premières analyses littéraires, notamment sur Colette, mais c'est la guerre qui va réellement orienter son œuvre vers une réflexion plus large sur la science et la civilisation. Il participe brièvement à la guerre de 40 en tant que caporal dans un régiment de zouaves. Il n'a pas particulièrement apprécié le passage militaire, d'autant plus qu'on prend une branlée, donc ça n'aide jamais apprécié le moment. Au final, il est démobilisé dès 40 et retourne à Paris où il travaille pour plusieurs journaux et magazines donc pendant l'occupation, dont certains qui sont plus ou moins rattachés au régime de Vichy. On peut notamment penser à des titres comme Le Méridional et surtout Je suis partout, qui est quand même, je pense, grand. Le grand, mais même plus qu'au régime de Vichy, il est surtout attaché au pari de la collaboration allemande. Hein. C'est même plus. Le régime de Vichy n'est pas spécialement apprécié de la plupart des collaborateurs de Je suis partout. Oui. Je suis partout, qui est vraiment, je pense, quand on pense journal collaborateur entre 1940 et 1944, je pense que Je suis partout est le premier qui vient clignoter au fond du cerveau. Ah oui, c'est l'archétype, ouais, clairement. De par les plumes aussi, hein, prestigieuses. Oui, il y a eu des grandes têtes. Et la violence des propos, mais bon, c'est autre chose. Oh, à peine, si peu. Ouais, c'est un autre thème. Pour le coup, c'est souvent, je sais que c'est une ritournelle qu'on met souvent en place. Oui, d'accord, il a écrit dans des journaux collaborationnistes, mais ce n'était pas vraiment un collaborationniste. Bon, Barjavel n'a jamais été un militant politique. On est un peu en quelque sorte, hein, sur du Céline. C'est jamais des gens qui sont engagés politiquement, y compris pendant la guerre 40. Il n'a jamais été membre d'un parti, ni collaborateur au sens propre du terme. Et comme beaucoup d'écrivains et de journalistes de l'époque, il a continué à exercer son métier sous le régime de Vichy. On peut penser à Sartre, hein, qui après se débattra comme il peut pour faire oublier ça, mais ce n'est pas le sujet ici. Ouais, et puis à la différence, il a pas tenu les mêmes propos que Céline non plus. Il a pas le même passif. Non, mais je crois que ce qu'on peut ajouter au-delà du fait qu'il faut bien vivre, il y a là où vous publiez parce que il faut bouffer en tant qu'écrivain, puis il y a ce que vous publiez. Il y a une différence entre publier un roman sous forme de feuilleton dans un journal et publier des articles qui appellent à transformer les juifs en biscottes, quoi. Donc voilà, il faut bien vivre. Après, oui, on peut reprocher le canal de diffusion ou le fait de ne pas avoir été résistant, mais enfin, si on se met à reprocher ça, bon, je crois qu'il y a une paire de Français qui vont avoir la merde au cul, quoi. Mais bon. Effectivement, comme tu l'as dit, hein, il publie globalement soit des romans sous forme de feuilleton, soit des critiques littéraires, historiques, etc. Au sein de ces journaux, il n'y en a pas d'écrits politiques, on n'a pas de choses virulentes à l'égard d'un tel ou d'un tel. Donc effectivement, ça a pu passer mieux. Évidemment, du fait de collègues de travail, on dira, il est soupçonné à la Libération de faits de collaboration par le funeste Comité national des écrivains. Le CNE. Et il finira, le fameux CNE, funeste CNE, bref. Mais il finira quand même rapidement blanchi du fait des articles uniquement artistiques. Et suite à l'intervention de Georges Duhamel, qui pour le coup était un réel résistant, et un personnage qui est quand même assez détonnant. J'ai jamais lu, mais j'ai découvert Georges Duhamel en préparant ça et en me renseignant un petit peu. C'est un personnage assez extraordinaire.
Eh bah, D'ailleurs, tu viendras nous en reparler si tu veux. d'ailleurs démissionné du CNE suite aux abus, on va dire, aux certains abus que le CNE a mis en place. Et donc c'est quelqu'un d'assez extravagant, vraiment intéressant comme personnage. Après la guerre et même pendant la guerre, hein, Barjavel a manifesté dans ses articles un attachement à la France rurale et traditionnelle, hein, un rejet du monde industriel et matérialiste. On peut penser que quand tu t'es pris la machine de guerre allemande en 1940 sur la tronche, effectivement, ça fait relativiser l'industrie, comme d'ailleurs ceux de 14. Hein. Ces idées se rapprochent dans leur forme de la philosophie du régime de Vichy, hein, on va pas non plus mentir. Travail, famille, patrie, pour faire très simple. Toutefois, chez Barjavel, on n'est pas sur un discours politique qui qui souhaite le mettre en place à l'échelle d'une société. On est plus sur une conviction morale, en fait. Et la conviction que pour que le soi aille mieux, il faut mettre en place ces trois, cette philosophie de vie, et non au niveau de la société. En 1943, en pleine occupation, il publie son premier grand roman de science-fiction, Ravage, dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'on parle de Le science-fiction roman, Est-ce qu'on parle de science-fiction à l'époque? Je pense pas. Hein. je Enfin, suis même pas sûr. ça me paraît être Ah, un si, quoique. anglicisme peut-être plus récent. Ouais, j'en C'est sais rien, possible. je sais pas. Je me Si, posais la parce que le question en meilleur disant. démon, ça paraît avant. Ouais, mais est-ce qu'on traduit en français science-fiction tu vois, je sais pas si on parle pas de merveilleux ou d'extraordinaire, j'en sais rien. Je sais pas. Je me posais la question en lisant ton truc, je me disais tiens, science-fiction, est-ce que de quand ça date? Ouais, peu importe. C'est possible que ce soit utilisé à l'époque tout de même. Écoute, pour enrichir notre connaissance personnelle, tu sais quoi, je vais regarder. Comme ça, vas-y. Science-fiction, qu'est-ce qu'on va trouver? Étymologie, ouais, on le trouve très vieux, enfin, c'est très vieux en anglais, ouais, pas de souci. Dans le monde francophone, à partir des années 50. Ah oui, ça vient des Ah, donc c'est un Américains, peu hein, ça c'est postérieur. une certitude. Ouais, ouais, ouais. On le traduit en français, effectivement, en anglais c'est très vieux, mais enfin c'est plus vieux en tout cas, mais ouais, ouais, la science-fiction ouais, c'est un anglicisme pur, hein, mais oui, oui, dans les années 50, pas avant. Bon, bah soit, bah, tu vois, on mourra moins bête. Allez, vas-y, envoie-nous. Le premier roman exprime déjà les thèmes majeurs qui domineront toute l'œuvre de Barjavel. Hein. On a la méfiance envers le progrès technique, la nostalgie d'une vie simple et qu'on pourrait qualifier entre guillemets de naturelle, la quête de l'amour et de la spiritualité, et également la croyance en une possible régénération de l'humanité. Effectivement, dit comme ça, on a tout de même un petit côté réactionnaire, slash fasciste, qui, qui embaume l'air. Bon, ça dépend, hein, tu sais, le fascisme, il y a aussi une part de croyance dans le progrès, hein, on aura tout le futurisme et tout ça, enfin bon, peu Et tout importe. à fait, le Peu importe. futurisme, etc. Mais une partie du fascisme, on peut penser Ouais, à Evola, tout ça. ouais, 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 plutôt le côté effectivement réactionnaire, conservateur des régimes autoritaires, mais qui sont pas forcément liés enfin, qu'on lie au fascisme par extension, plutôt que par catégorisation propre, quoi. Mais bon, ouais, ouais, non, mais c'est pas fou. Donc Après la guerre, Barjavel, ça se lie plus au fascisme qu'au progressisme sociétal, oui, quoi. bien sûr. Après la guerre, Barjavel poursuit une double carrière de romancier et de scénariste. Il collabore au cinéma avec, par exemple, des réalisateurs comme Luchino Visconti pour Le Guépard ou encore sur Les Dons de Camillo, qui est assez étonnant. Et il a travaillé sur quasiment tous les Dons Camillo en tant que scénariste. Il en fait un personnage vraiment détonnant. Son sens de la narration et une certaine imagination en font un conteur relativement reconnu dans le milieu artistique, bien que plus en retrait d'un point de vue du grand public. Parmi ses romans les plus célèbres, on a donc certes Ravage, aussi Le Voyageur imprudent en 1944, donc toujours sous l'occupation, un roman sur le voyage dans le temps, Tarandole en 1946, un récit plutôt inspiré de son enfance provençale, La Nuit des Temps en 1968, qui est probablement son livre préféré, mon livre préféré de lui, pardon, qui est un roman qui mêle amour, science-fiction, où une équipe de recherche part en expédition dans le pôle Nord et découvre sous la glace une civilisation disparue, avec une histoire d'amour à distance, qui mêle tragédie romantique et un message pacifiste assez universel. En 68, on n'est pas loin de la crise de Cuba.
des grandes crises du début des années, des crises de Berlin, etc. Donc on a tout ça en substrat qui en fait un roman vraiment merveilleux. On a Le Grand Secret en 1973, qui est un roman d'anticipation euh, ou de la biologie sur la biologie. Et enfin, son dernier, je crois, L'Enchanteur en 1984, une réécriture assez mystique de la légende du roi Arthur et de Merlin, que je me suis acheté cet après-midi, et donc je verrai si ça vaut le coup ou pas. Mon œuvre alterne alors sans cesse entre science-fiction, conte philosophique, roman d'amour, et toujours guidée par une interrogation centrale qui est vraiment point, le point de l'intégralité de son œuvre. Comment préserver l'humanité dans un monde dominé par la technique et la violence? Barjavel se distingue des auteurs de science-fiction anglo-saxons par son ancrage humain. Pour lui, la science n'est pas un mal en soi, c'est un danger lorsqu'elle se détache de la conscience morale et du sentiment. Quand la science devient sa propre fin, en quelque sorte, il y a danger. Quand on découple science et humain, il y a danger. Lorsque la science est toujours soumise à l'esprit humain et à sa conscience morale, on peut penser que la réguler et permettre son usage de façon pacifique est possible. Il écrit dans un style assez simple, limpide, avec parfois des petites tournures poétiques. Une place omniprésente de la nature dans ses romans, hein, avec une sensibilité qui touche parfois au mystique. Parfois un peu, en quelque sorte, une vision assez païenne de la nature, avec les oiseaux, les arbres qui sont des êtres vivants, mais plus que des êtres vivants en quelque sorte. L'œuvre véhicule une philosophie de retour aux sources. Il invite à réconcilier science et spiritualité, progrès, sagesse, amour et raison. Cette dimension à la fois écologique et métaphysique fait de lui un écrivain que l'on pourrait qualifier entre guillemets de précurseur, hein, même si d'autres avant lui ont parlé de tous ces sujets, même si vraiment devant le grand public, les débats sur la décroissance, l'éthique du progrès arrivent vraiment qu'après la vague hippie dans les années 70, fait vraiment partie de ces précurseurs qui, dès les années 40, mettent en avant l'écologie, la décroissance, etc. Bah, la décroissance, c'est clair que c'est post-68 art. D'ailleurs, c'est assez drôle de lire les trucs des années 70, qui n'ont pas tout faux d'ailleurs, mais qui sont assez loin du réel. Par contre, le rapport de l'éthique et du progrès ou de la technique, c'est quand même un questionnement qui accompagne la science et le progressisme depuis toujours. C'est-à-dire, on peut prendre ceux qui sont opposés au progressisme, au scientisme. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, dans le débat public occidental par rapport à une espèce de méfiance devenue plus générale, surtout par rapport à une science qui ne se contente plus de détruire un peu le naturel pour commencer à être quelque chose qui soit le dépasse le naturel, soit être capable même de comment dirais-je, détruire la vie en tant que telle, quoi. Mais je comprends l'idée, ouais. C'est un peu plus, je pense que c'est un peu plus ancien que ça. Tout le scientisme entraîne un contre-mouvement, mais je pense que c'est assez juste sur ça surgit sur la scène politique vraiment à ce moment-là. Mais est-ce qu'on est... Alors moi, c'est un sujet dont j'ai absolument rien à branler, mais est-ce qu'on est dans l'espèce d'archéofuturisme, tu vois, la science qui rejoint la tradition? Moi, j'en ai vraiment rien à branler de l'archéofuturisme, mais ça m'a fait penser un peu à ça quand j'ai lu ton truc. Ouais. Il y a un peu de ça. Après, il y a un peu de ça sans non plus être poussé au sens archéofuturisme comme Guillaume Fay l'a poussé dans les années 90, hein, qui est vraiment un concept fini. Un concept développé. Là, on sent quand même certaines racines sur lesquelles on peut pousser l'arbre de l'archéofuturisme. Et il y a un peu de ça, effectivement. Il y a cette idée que penser, un petit peu. Technique sans tradition est égale guerre 14, technique avec tradition est égale top of the top. Ouais. Et le développement harmonieux. Ça, le fameux. En parallèle, jusqu'à la fin de sa vie, Barjavel continue d'écrire pour la presse, pour François, pour le Journal du Dimanche. Il publie également des essais, des contes et des scénarios. Il meurt à Paris le 24 novembre 1985, à l'âge de 74 ans, après une vie bien remplie tout de même. Voilà. Le résumé. On va faire un petit résumé de l'ouvrage. Alors, le roman s'ouvre à Paris en 2052. Le monde décrit ici par René Barjavel est celui d'une civilisation ultramoderne, entièrement dépendante de la science et de l'électricité. Les hommes vivent dans des villes verticales. La description
de la ville de Paris par Barjavel m'a un peu fait penser à la fameuse phrase de Céline sur New York, dans le voyage au bout de la nuit. New York, c'est une ville debout. Pour citer un auteur qui me tient à cœur, chacun Ah ses oui, c'est ça. marottes. C'est ce que j'avais noté. Je me disais, tiens, c'est Céline sur New York. Non, ouais, ok, c'est ça. Voilà, donc les habitants se nourrissent de produits chimiques et artificiels, un peu comme dans Soleil Vert, pardon. Ils voyagent à moyens mécaniques ultra rapides, communiquent instantanément à travers des écrans et des ondes. On est vraiment dans le futur, avec un grand F, comme on pouvait l'imaginer dans les années 50, et même comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on s'imagine un peu moins, parce qu'il y a aussi une dimension plus pessimiste sur l'avenir de la civilisation. Effectivement, ça se lit sans doute à ça. Ça fait partie des choses que j'ai notées par ailleurs. Mais oui, oui, clairement, ouais, je pense on en est un petit peu revenu effectivement de l'imaginaire quant au futur. Ouais. Et je pense que ça se relie à un pessimisme ouais, plus ancré. Cette ville, tout semble parfait. La maladie, la faim, la fatigue ont été vaincus. Tout va bien, tout le monde est heureux. Il n'y a plus vraiment de pauvres, plus vraiment de riches. Bah, il y a des pauvres et des riches, mais les pauvres sont suffisamment riches pour ne pas être pauvres. C'est un peu le développement du capitalisme de perfection. Et cette perfection a un prix. On a une dépendance absolue à la technologie et une disparition de la nature. Au sein de la grande ville, au sein des grandes villes d'ailleurs, puisqu'en voyageant, on ne passe même plus à travers les champs, on passe au-dessus des champs, dans le ciel, on ne les voit plus. Dans cet univers ainsi posé, on suit François Deschamps, un jeune étudiant en agronomie originaire de la Provence. On suit également Blanche Rouget, qui est une jolie jeune femme qu'il aime, qui est originaire du même village, et qui est montée sur Paris pour vivre sa vie de danseuse, artiste et d'actrice. François, lui, vient à Paris pour suivre ses études dans une école d'agriculture moderne. Cette école qui lui permettra de revenir au pays une fois terminée pour mettre en place l'agriculture. Dans les premières pages, Barjavel fait sentir le malaise de ce monde artificiel. Tout est mécanique, sans âme, il n'y a aucun effort de fait pour faire quelque chose, tout se fait tout seul. L'amour lui-même est devenu tout à fait superficiel. Blanche, alors qu'elle s'était promise à François lors de leur adolescence, décide sur un coup de tête de se marier avec un homme qu'on pourrait qualifier de méprisable, Jérôme Seita, qui est producteur de la plus grande radio de la ville, de la plus grande radio de France, pour des raisons bassement matérielles. C'est je me marie avec lui, donc il me mettra en avant sur ses productions, et donc je deviendrai riche et célèbre. François, qui de son côté est relativement simple et idéaliste, incarne le lien entre la terre et la nature, alors que Blanche représente réellement la corruption de la société urbaine et matérialiste. Et il faut vraiment avoir en tête que les deux, au final, se remettront ensemble, mais ont vraiment une dualité entre François, qui est la ruralité, le bon, le beau, en quelque sorte, et Blanche, qui est la ville, la société urbaine, le matérialisme, toutes ces choses qui sont assez décriées, on dira, dans le bouquin. Un soir, sans réelle explication, on imagine qu'il y a une histoire de guerre nucléaire derrière, ce qui est d'ailleurs assez étonnant. On sait que c'est écrit en 1943. Oui, oui, d'ailleurs, ça me. D'accord. Non, non, mais c'était une question que je me posais à la lecture. C'était la raison. Bah tiens, ça relie d'autres trucs que j'ai notés après. Ok. Non, non, bah donc ça n'est pas sans raison. Il y a une catastrophe qui y préside. Il y a une catastrophe qu'on connaît plus ou moins, qui n'est pas vraiment détaillée. Les personnages ne savent pas ce qui se passe. Nous, on ne sait pas trop non plus. Le lecteur ne sait pas trop non plus. On sait qu'il y a une guerre et qu'un des pays a envoyé des millions de missiles sur son voisin et que du fait de cette guerre, l'électricité a disparu. Et moi, ça m'a vraiment fait penser aux descriptions d'une possible guerre nucléaire, en fait, la façon dont ça se déroule. Et donc j'ai trouvé ça assez étonnant qu'on est en 1943, la bombe nucléaire n'existe pas, à part que dans l'esprit de certains grands malades. Et, Oui, 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 bah même sans ça, on se rend compte quand même des possibilités de destruction. Mais ouais, je vois ce que. Ok, ok, ok. Non, non, mais tu vois, comme c'était pas noté, je me disais, tiens, est-ce que c'est omis complètement ou d'accord, ok. Donc il y a quand même une catastrophe qui préside à la chose. D'accord, d'accord, d'accord. Comme quoi, tu vois, je lis ce que tu envoies. Je vois ça. En un instant, les lumières s'éteignent, les moteurs cessent de tourner, les ascenseurs s'arrêtent en plein milieu, ce qui est un peu dommage. Plus rien ne fonctionne. Ni les usines, ni les transports, ni les communications. Le progrès s'effondre comme un château de cartes. Le court-circuit planétaire provoque une catastrophe totale.
privés d'eau qui vient de l'électricité, de nourriture qui vient de l'électricité, d'énergie qui vient de l'électricité, les habitants de Paris sombrent tout doucement dans la panique. Les vivres qui étaient autrefois produites par des machines et distribuées automatiquement manquent en quelques jours. Barjavel décrit alors la désintégration rapide de la société. Pour le citer, les lampes s'éteignirent tout à la fois, les machines s'arrêtèrent, les hommes ne comprirent pas tout de suite qu'ils étaient perdus. L'humanité, incapable... Excuse-moi. Non, je t'en prie. L'humanité qui est incapable de s'adapter aussi rapidement à un changement aussi brutal, on peut bien le comprendre. Même nous, si on nous lâchait en plein milieu de la forêt avec notre bite et notre couteau, bon, voilà. L'humanité se transforme alors en horde de bêtes sauvages. Les égoïsmes éclatent, les pillages se multiplient, les hôpitaux débordent, les citadins qui sont habitués au confort meurent de faim ou de soif, au choix, ou tout simplement assassinés par son voisin qui était très aimable jusqu'au moment où il n'y avait plus de nourriture. Les égouts débordent, les cadavres s'amoncellent, Paris devient un réel enfer. François, conscient que la ville est condamnée, décide de fuir pour retourner chez lui en Provence, à la campagne. Il rassemble alors quelques survivants, dont Blanche. Ils entreprennent une marche vers le sud, à travers un pays dévasté, une épreuve qu'on peut qualifier de terrible. Ah, on t'a perdu. La barbarie. On t'a perdu. Ah, merde. Non, mais je t'en prie. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as perdu où? On t'a perdu pendant quelques secondes, sans doute au moment où il rassemble quelques survivants. Il rassemble quelques survivants. Donc François rassemble quelques survivants, dont Blanche. Ils entreprennent une marche vers le sud, à travers un pays dévasté par catastrophe. Une épreuve terrible. La chaleur, la faim, la mort guettent à chaque étape. Ce long exode, au cœur d'un monde retourné à la barbarie, constitue réellement le centre du roman. François devient le chef naturel, et par son instinct et sa force morale. On a la force morale qui est assez, on va dire, un topoi de ces romans entre guillemets de droite. Il incarne la volonté de survivre, la foi dans la vie et la nature. À travers lui, Barjavel fait revivre l'image du héros archaïque, à la frontière entre Ulysse et Moïse, qui est capable de renaître dans le chaos et de retourner chez lui. Mais tu vois, c'est là que j'avais noté, c'est ce postulat qui est devenu très classique, que nous on nommerait plutôt peut-être le post-apocalyptique. Peut-être parce qu'on pense, justement ce que j'avais noté, on pense avoir sécurisé sans doute assez la technique pour que la dépendance ne soit rompue que par une énorme catastrophe, mais finalement dans l'œuvre de Barjavel aussi, on a cette catastrophe-là. Il n'empêche que alors on n'est pas très nombreux, et Azat, je sais pas si tu pourras nourrir notre connaissance, mais j'ai pas le souvenir de quelque chose de ce genre-là avant le Ravage. Je serais curieux de voir si des gens ont des références à cette disparition totale du monde moderne dans le postulat de l'existence d'un monde moderne, tu vois, le futurisme, enfin, tu vois, le meilleur des mondes et tout ce que tu veux, oui. De sa disparition, je suis pas sûr. Je me demande si c'est pas vraiment une première fois qu'on a ce cadre-là qui sert à un roman. Et Jack London. Le Talon de Fer ? C'est un roman qui non, je l'avais pas su en tête. The Red Plague en langue originale, en français, je ne sais pas comment c'est traduit. Ok, ça me dit rien. Après, je suis pas un grand connaisseur de Jack London. J'en parlerai l'an prochain, mais ok. La peste écarlate en français. Ok. En 1912. Ah ouais, d'accord. Oui, parce que je sais qu'il y a le Talon de Fer qui est aussi assez novateur. Ok. D'accord. Bah, tu vois, finalement, t'en as un qui est plutôt. Ok. Et bah, sûrement d'autres. Mais... Non, mais j'en connaissais Effectivement, pas. dans la littérature française, j'en ai pas d'autres. Et peut-être que je m'y intéresserai, ouais. Je verrai ça. La traversée de la France est marquée par des épisodes d'adversité, évidemment. Le groupe subit à la fois la faim et les maladies, mais aussi les attaques d'autres survivants devenus complètement fous par la disparition de la technique. Les liens humains se resserrent alors ou se brisent sous la pression de la survie. C'est quelque chose qui est quand même assez documenté maintenant.
Blanche, qui est symbole de la beauté artificielle du monde d'avant, ne supporte pas les conditions extrêmes de la survie et incarne l'incapacité du monde moderne à revenir à la vie naturelle. Épuisée, elle finit par mourir au cours du voyage. Cette mort bouleversante pour François, qui en avait fait en quelque sorte sa muse et sa raison de vivre, a une signification symbolique. Avec Blanche meurt la civilisation mécanique, la civilisation ancienne. François, bien qu'anéanti, trouve dans cette perte la force d'accomplir sa mission, survivre et reconstruire un monde neuf, un monde dans lequel Blanche ne serait pas morte. Après des semaines de marche, François et les quelques rescapés atteignent enfin le sud de la France. La nature a été moins touchée par le chaos. Là, ils décident de tout recommencer à zéro et créer une nouvelle civilisation. François devient alors le fondateur d'une nouvelle communauté agricole. Il impose des règles simples. Il faut vivre du travail manuel, cultiver la terre, bannir les machines, fonder des familles nombreuses sur un modèle, on dira, patriarcal. Cette société nouvelle se repose sur des valeurs opposées à celles du monde disparu. La nature remplace la technique, la foi remplace la science, la famille remplace la ville, la simplicité remplace le confort, etc. etc. Au final, François se marie, fonde une lignée nombreuse. Il devient la figure du chef, qui est presque mythique, à la fois le patriarche et le législateur. Barjavel décrit cette société primitive avec relativement de lyrisme. On a le retour à la terre, au feu, à la communauté. On y retrouve certains accents bibliques tout de même, avec des François qui meurent à plus de 127 ans, je crois. C'est une nouvelle genèse après un déluge technologique, en fait. Des siècles plus tard, le roman s'achève un siècle et demi plus tard, je crois. La société fondée par François a prospéré, mais elle est restée rurale et immobile. Les habitants vivent sans machine, selon des lois strictes héritées de François. François est devenu une figure mythique, presque divine, que l'on vénère comme un réel prophète. Et le roman se termine sur une petite histoire. Un jeune homme qui était un curieux, inventif, assez intelligent, redécouvre par tout un tas d'expériences l'électricité. Enthousiasmé, puisque lui n'a pas connu le monde d'avant, il veut le réintroduire dans le monde pour simplifier la vie des paysans, qui travaillent quand même dur, du fait la soc et la charrue. Le soc et la charrue, c'est pas simple. Il souhaite donc réintroduire l'électricité. Il se rend devant François pour lui présenter sa machine, en quelque sorte un tracteur. François s'énerve et lui dit de détruire la machine. Le jeune garçon tue le patriarche sur le coup de la colère, puisque sa création a été détruite. La communauté, qui est à la fois terrifiée par le souvenir de la catastrophe passée et par le sacrilège d'avoir tué François, le met à mort pour avoir osé en quelque sorte ressusciter la technique. Le tragique, ce dénouement boucle le cycle du roman. Le progrès renaît, mais aussitôt il est détruit. L'humanité reste prisonnière de sa peur, elle est condamnée à revivre éternellement la même histoire, celle de la création, de la démesure et de la chute. Barjavel conclut par une phrase à la fois mystique et un peu ironique quand même. L'homme recommencera toujours les mêmes erreurs jusqu'à ce qu'il apprenne à aimer. On a là un peu de Ils, cette dimension ils se sont de transformés l'humanité. en Amish, quoi. C'est un peu l'idée. Est-ce que, Les alors, amis, avant qu'on en vienne à l'analyse, est-ce que tu pourrais me laisser une petite minute, s'il te plaît? pas de problème. Ouais, je te remercie. Il faut que je m'absente une toute petite minute. Je crois que c'est la toute première fois que je fais ça dans tous les streams. J'en suis désolé, ça tombe sur toi. Mais il faut que j'apporte un truc à ma compagne. Voilà, désolé. Je te présente Aucun mes souci. excuses et j'arrive. J'en ai pas pour longtemps. Aucun souci.
Waf waf. Je l'ai noté, je la ressortirai lors de mes soirées mondaines. Alors, quelle blague, Tu m'en fais une autre, Azat? Pour qu'on puisse rire un peu pendant que l'autre nous abandonne. Excuse-moi, je suis de retour, c'est bon. Pas de souci. Il est effectivement, en plus, tu as eu droit à une excellente blague, hein, donc c'est bien. En plus, une blague. Pleurer de rire. Ouais, c'était très drôle, mais au moins, c'était pas problématique pour la chaîne, donc voilà, c'est ça. de l'humour Pas de gentil. problème. C'est parfait, c'est parfait. Je m'attendais à des trucs genre pourquoi c'est les rois de l'évasion, parce qu'ils rentrent par la porte et qu'ils sortent par la cheminée, mais non, ça va. C'est bon. Vas-y, vas-y. Alors, l'analyse. Après le magnifique Ouroboros, d'ailleurs. Bref. Publié en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, Ravage de Barjavel s'inscrit dans cette période de doute et de remise en question du progrès. Hein. Comme j'ai dit, comme tu as dit tout à l'heure, la remise en question du progrès n'est pas contemporaine de Barjavel, hein, elle commence bien avant, même depuis le début de la philosophie, on pourrait dire. Mais l'auteur pionnier de la science-fiction française fait un parallèle évident entre la défaite de la France de 1940 et les forces morales inexistantes de son Paris futuriste. On a déjà cette première dimension, et également un peu, quelque sorte, le diagnostic du maréchal Pétain. Si les soldats français ont été battus par les Allemands, c'est parce qu'ils n'en ont pas assez voulu, en quelque sorte. On peut qualifier cette analyse de dépassée. Non, mais En tout cas, c'est pas, ça paraît logique. Avec 40, on est dans les questionnements techniques qui vont plus loin que la morale et le progrès. On commence à se poser la question de la menace de la fin de l'homme, quoi. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Bernanos en 46-47 avec la France contre les robots, la liberté pourquoi faire. C'est vraiment la peur de la destruction totale d'une civilisation, quoi. Mais je pense que toutes les périodes de doute politique ou autre se retrouvent un peu avec l'effondrement de la civilisation. Alors la nôtre elle est éminemment technologique, donc c'est plutôt sur ça qu'on se base. Avant ça, le péril, c'était les extraterrestres, le savant fou ou la guerre future, mais c'est vrai que c'est ce que tu as dit, et je pense que c'est vrai. La science-fiction, même si le mot n'existait pas, était plus souvent positiviste, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une bascule quand même. À partir de 14-18, on a quand même une vraie bascule où ça commence un petit peu, le progrès devient menaçant, et après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve quand même une science-fiction beaucoup plus, tu vois, 1984, tout ce que tu veux, c'est beaucoup plus méfiant envers la technologie. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, puisqu'on trouve encore des gens pour nous vanter l'IA et tout ce que tu veux. Donc ça, c'est assez intéressant. On n'est pas sorti de ce paradigme-là, quoi. je ne pense pas non plus. À travers le parcours de son héros, Barjavel interroge la place de la technique dans l'existence humaine, mais aussi la fragilité d'une société qui a rompu avec la nature et l'esprit. Il ne se base uniquement que sur la technique. Le roman est souvent lu comme une œuvre écologique avant l'heure, hein, écologique au sens politique du terme, hein, évidemment, dépasse le simple fiction apocalyptique. Il porte une vision du monde à la fois critique et spirituelle, où la survie de l'humanité dépend de sa capacité à retrouver le sens du sacré et de la simplicité. D'abord, cette société technicienne transforme la modernité. Comment tourner cette phrase? La modernité est alors vue comme une aliénation de l'homme. Le roman s'ouvre, comme déjà dit, sur ce monde futuriste, qui est apparemment harmonieux, prospère. La technique a résolu toutes les difficultés de la vie. Cette France complètement urbanisée, Barjavel nous l'a décrit. Les voitures roulaient sans essence, les ascenseurs montaient sans câble, la lumière brillait sans flamme. Cette accumulation de formules privatives souligne la perte de substance du monde. La modernité n'est plus qu'une création, et une simulation complète. On a tellement développé de choses qu'au final, plus rien n'a de sens, plus rien n'a de corps, plus rien ne peut être palpable. Les hommes vivent dans une dépendance totale à la machine. Ils ne comprennent même pas ces machines d'ailleurs, et ils ne comprennent ni la machine ni la nature. Pour reciter Barjavel à nouveau, les hommes avaient oublié ce qu'étaient les arbres, les champs et les bêtes. Ils vivaient dans la chaleur et la lumière que leur donnaient des fils invisibles. On condense ici la critique barjavelienne du progrès.
La technique a coupé l'homme de la nature, du réel et in fine de lui-même. Le monde artificiel évoque évidemment La société du meilleur des mondes d'Aldous Huxley en 1932, où le bonheur est obtenu par le conditionnement et la consommation. Chez Barjavel, le confort matériel n'est pas synonyme de liberté mais d'asservissement, comme chez Huxley d'ailleurs. La machine a remplacé la pensée et la facilité à supprimer le désir. Quand on a tout, on ne désire plus rien. C'est un peu également une question qu'on se pose depuis 2500 ans, je pense. L'électricité qui est omniprésente devient une sorte de divinité invisible. Deux points, ouvrez les guillemets. L'électricité était la vie, on ne la voyait pas, mais elle commandait tout. La phrase résonne comme une prophétie moderne. La société technicienne repose sur une foi irrationnelle dans la science, dans la religion du progrès, hein. Or, lorsque cette science disparaît, l'humanité se révèle incapable de survivre. Le progrès apparaît comme une illusion de la maîtrise, il a rendu l'homme plus fragile encore qu'il ne l'était au temps prémoderne. Là, effectivement, on pourrait se dire qu'au temps prémoderne, quand on mourait à 45 ans du fait d'un rhume, bon, il y a cette Oui, dimension-là. non, mais c'est une des critiques qu'on peut faire à cette idée-là, c'est de ce retour à un monde d'avant qui est quand même un monde dont l'homme n'a pas voulu s'extraire pour rien non plus, quoi. C'est toujours ce qui me fait un petit peu tiquer parce que c'est très idéaliste sur cette société pastorale, sur le monde agricole, sur ce monde d'avant, du bonheur, qui est sans doute un peu vrai quand on lit les auteurs. On a cette joie de vivre, mais parce que la vie est effectivement sans doute plus précieuse que de nos jours, parce qu'elle peut effectivement s'arrêter sur un claquement de doigts. Mais est-ce qu'on a envie d'y retourner pour autant? C'est certain que ça peut se discuter. Mais ça fait partie de toutes les critiques qu'on peut avoir sur ces utopies-là. À quoi ressemblerait un retour à ce monde d'avant dans le monde d'après? C'est toujours très, très, très omettre une partie des bienfaits de ce qu'est la science aussi. Mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est une des critiques qu'on peut faire là-dessus. Barjavel anticipe ici les analyses de Jacques Ellul, euh, protestant intéressant. La technique ou l'enjeu du siècle en 1954, ou encore de Martin Heidegger, la question de la technique en 1953. Heidegger qui d'ailleurs ne parlera plus que de technique après 1945, on se demande bien pourquoi. Pour ces penseurs, la technique moderne n'est pas seulement un ensemble d'outils, c'est un mode de rapport au monde qui réduit toute chose à un stock disponible et nie la profondeur et la spiritualité du réel. Il y a cette dimension religieuse, presque païenne en quelque sorte. Les choses ont une âme et la technique dévitalise toutes les choses qui nous entourent. Ah, si je peux me permettre, tu as Spengler aussi en 31 avec l'homme et la technique qui se demande déjà où ça va, toute cette uniformité qui empoisonne le vivant. J'en parlerai peut-être un jour parce qu'il y a des anticipations, notamment ethniques, qui sont assez intéressantes. T'as un peu la même idée que chez Belloc, l'idée que la supériorité occidentale et blanche n'est plus que technique et effectivement avec la destruction du spirituel. Ouais. Mais bon, bref, c'est effectivement, il y a des précurseurs dans la chose, même Junger, enfin bon, bref. C'est ouais, une question post-14-18 hein, qui effectivement irrigue toute la philosophie après. Qui va se poser la question entre le rapport de l'homme et de sa science. Ouais. L'univers de Ravage reflète ce danger. Le monde est mécanisé, standardisé, il est complètement sans âme. Même les sentiments sont remplacés par des automatismes, hein. On pense au personnage de Blanche avec Jérôme Seta. Euh, Blanche est décrite comme belle et vide, comme un vase de cristal sans eau. La perfection technique s'accompagne d'une déchéance, d'une décadence morale qui tue la société. En somme, la modernité barjavelienne apparaît comme un piège. En cherchant à se libérer de la nature, l'homme s'est rendu esclave de ses propres inventions. Le progrès, censé être une conquête de la liberté, devient la cause de notre chute. En quelque sorte, je pense pas qu'on puisse lui donner tort sur ce point. Qui ferait sans Internet, qui ferait sans frigo, qui ferait sans tout ça aujourd'hui? On devient en quelque sorte effectivement esclave de nos créations. Cette première partie analysée, la modernité comme aliénation, nous pousse vers l'effondrement du monde
et donc la révélation de la nature humaine. Une fois que cette modernité qui nous aliène disparaît, la réelle nature humaine peut surgir sous cette couche. Lorsque survient la panne d'électricité, l'univers de confort s'écroule en quelques heures. Javel décrit cet effondrement avec une précision quasi naturaliste. Les lampes s'éteignirent toutes à la fois, les moteurs cessèrent de tourner, les ascenseurs s'arrêtèrent entre deux étages. Le ton sec et l'accumulation créent un effet de stupeur. Le monde moderne s'éteint d'un claquement de doigts, comme d'un simple interrupteur jour-nuit. Mais au-delà de la catastrophe matérielle, c'est la catastrophe morale qui intéresse l'auteur. En l'absence de la technique, les hommes retournent à leurs instincts les plus primaires. La panique qui entraîne la faim qui entraîne la panique qui entraîne la violence. La peur et la faim faisaient d'eux des bêtes, nous dit Barjavel, nous dit le narrateur. Cette animalisation exprime la fragilité du vernis civilisateur. Les scènes d'exode à travers Paris rappellent à la fois les évacuations de 1940 et les récits bibliques. L'humanité fut une ville devenue maudite, la capitale, symbole de la raison et du progrès, devient un enfer de feu et de sang. Barjavel y dépeint des hommes qui tuaient pour un morceau de pain. La société moderne se dissout, laissant place au chaos originel, début de Noé, en fait, de l'arche de Noé, en quelque sorte. C'est cet apocalypse. Ça devient des topos de la fin du monde. Le retour de l'homme bête, c'est quelque chose que tu vois dans toutes les... Moi, je suis pas un grand connaisseur de films et de séries actuelles, mais bon, on sait que dans le post-apocalyptique, la société elle n'est jamais harmonieuse, et c'est toujours, en fait, finalement, quand il réfléchit, presque une ode à la technique, puisque quand elle disparaît, les hommes redeviennent des bêtes, donc... Les hommes sont des bêtes. Ouais, donc il faut tout faire pour la préserver. Donc c'est vrai que quand tu le prends de cette façon-là, c'est toujours une ode, un panégyrique du progrès et de la science. C'est assez rigolo. L'univers sans technique devient un univers anarchique et violent. Ce serait peut-être le cas, j'en ai aucune idée. Mais peu importe, il suffit de voir l'Afrique, ce serait sans doute le cas, effectivement. Je vais prendre le cas Sans doute l'Afrique. Faut prendre le cas africain pour se rendre compte qu'effectivement, c'est peut-être ça. Ouais. Face à cet apocalypse, François Deschamps incarne la possibilité du retour à l'essentiel. Son prénom, ça c'est... j'ai vu ça quelque part et ça m'a bien plu. C'est assez évocateur de Saint François d'Assise. Ouais, Suggère un lien entre la nature et la simplicité. Son nom, Deschamps, ça m'a tout de suite fait tiquer quand tu m'as dit François Deschamps. On va dire que entre Saint François d'Assise et Deschamps, on voit où est-ce que l'auteur veut en venir avec son personnage. Suggère un lien avec la nature et la simplicité. Il devient un guide, le berger des hommes, conduit un petit groupe de survivants vers le sud. Ce parcours initiatique fait de lui une figure christique et prophétique qui amènera la salvation de l'humanité. Pour François, la catastrophe n'est pas seulement une destruction, c'est la révélation, au sens biblique du terme, encore une fois. Il comprend que la civilisation mécanique était une impasse. Pour citer le personnage, tout cela n'était qu'un rêve de fer et de feu. Et en perdant la technique, l'homme retrouve la vie. Javel semble renouer avec une vision assez rossuisse de la nature en quelque sorte. L'homme est bon par essence, mais corrompu par la société, et le désastre technique permet le retour à l'état de nature, donc à une forme d'authenticité morale, après un bref passage d'hommes avilis, de bêtes, de monstruosité. Oui, c'est vrai, t'as raison, effectivement, je disais que c'était l'homme bête et tout ça, mais lui, finalement, l'utopie est plutôt, à la fin, une société harmonieuse. D'ailleurs, ça se retrouve aussi, parce que finalement, généralement, quand tu prends les trucs apocalyptiques, 20, 30 ans après, les hommes ont refondé une petite communauté où tout se passe bien jusqu'à ce que les méchants arrivent sur des motos Mad Max et tout ça. Mais oui, t'as raison, c'est vrai que lui, pour le coup, c'est une utopie plutôt positive. Ouais. Cependant, comme dit, cette renaissance passe par la souffrance. Mea culpa, maxima culpa. François doit affronter la mort, la faim et la solitude. La traversée du chaos devient un rite initiatique. Il faut mourir à la modernité pour renaître à l'humanité. Le roman se lit comme une parabole spirituelle où la chute du monde est le passage obligé vers la rédemption. Barjavel n'idéalise pas pour autant la barbarie et l'homme sans civilisation. Les scènes de violence collective, notamment celles où les habitants se massacrent pour boire de l'eau polluée, révèlent le côté sombre de l'homme qui n'est pas encadré par une société.
Mais c'est précisément quand cette confrontation à la mort, c'est de cette confrontation à la mort que peut surgir un peu de lumière. Comme l'explique le personnage de François, quand tout est perdu, il ne reste qu'à recommencer. Ainsi, l'effondrement agit comme un miroir. Il révèle la double nature de l'homme, à la fois destructeur et créateur, esclave et libre, mécanique et spirituel. Voilà, on a vraiment cette dimension assez religieuse en quelque sorte. J'ai péché, Seigneur, j'ai péché, je rachète mes péchés en passant par la souffrance. Vraiment toute l'Église catholique au sein de cette vision du monde. Ah oui, ça se ressent, oui, dans tout ce que tu dis là, oui, ça se ressent fortement. Oui, le bon pasteur, les souffrances qu'endurent la plupart des saints, la plupart des prophètes et tout ce que tu veux, oui, il y a quelque chose de très chrétien, oui, ça c'est aucun doute là-dessus. La Renaissance, cette Renaissance arrive alors entre une utopie pastorale et un certain conservatisme moral qui parfois on se demande même s'il n'est pas un peu exagéré, voire un peu moqueur de la part de Barjavel. La dernière partie de Ravage voit alors François fonder cette nouvelle société dans les campagnes du Sud. Après la mort et le chaos, vient le temps de la reconstruction. Ce passage du désastre à l'ordre nouveau inscrit le roman dans une dynamique destruction, purification, renaissance. Cette nouvelle civilisation repose sur le rejet de la technique et le retour aux valeurs naturelles et spirituelles d'antan. Pour citer le narrateur, il ne fallait plus de machines, l'homme devait vivre de ses mains et de sa terre. Barjavel érige ici le travail manuel et la vie rurale en idéaux de pureté supérieure. La nature redevient mère nourricière et repère moral. On n'est pas sans rappeler les utopies pastorales antiques, on peut penser évidemment au bucolique de Virgile, ou les communautés idéalisées de Rousseau. François, devenu le chef de cette communauté, impose une organisation très simple, culte de la famille, religion du travail, autorité patriarcale. Le progrès scientifique est interdit, on ne parlerait plus de l'électricité. Voilà. Chaque homme doit avoir 5 ou 6 femmes pour pouvoir repeupler, on travaille, on fait des enfants, et puis surtout, on n'essaye pas de nouvelles choses. Il y a un petit côté tout de même assez critique, j'ai l'impression, cette vision, ce nouveau monde totalement conservateur, voire plus conservateur que les conservateurs. Le retour aux origines peut être donc lu comme une utopie écologique avant l'heure. Hein. Barjavel valorise la sobriété, la lenteur, la proximité avec la nature. Il annonce ainsi en quelque sorte les préoccupations contemporaines de la décroissance et de l'écologie humaniste des années 70-80. Mais cette utopie a également son revers. Elle s'accompagne d'une vision, comme j'ai dit, parfois assez caricaturale, voire autoritaire. Hein. La société de François est très hiérarchisée, elle est fermée, on ne peut pas y rentrer. Elle est fondée sur une soumission complète et totale à la tradition, tradition qui date d'il y a 150 ans, puisque au début de la création de cette nouvelle communauté, le savoir et la curiosité sont perçus comme dangereux. La méfiance envers la science traduit une peur du progrès qui peut conduire à une forme d'obscurantisme en quelque sorte. Comme déjà expliqué, l'épilogue renforce cette ambiguïté. La société fondée par François est devenue une civilisation rurale totalement immobile, qui vénère son fondateur comme un dieu et vit dans la crainte d'un passé technologique qui a disparu. L'ironie de Barjavel est même, hein, cette nouvelle humanité, en voulant se protéger du progrès, reproduit une autre forme d'aliénation. L'histoire semble alors condamnée à se répéter et la technologie, qui semblait être la mère de tous les maux, était en fait qu'un des vecteurs de ce mal, qui est le mal profondément humain. Est-ce que l'humanité, au final, est-elle naturellement bonne, comme le disait Rousseau? La fin de l'humanité, la fin du roman, je pensais que non. La fin du roman oscillant ainsi entre une utopie régénératrice et un pessimisme historique, Barjavel ne condamne pas le progrès en lui-même, mais son usage démesuré, détaché de toute conscience morale. Comme il le dit très bien, le progrès n'a de sens que s'il sert l'homme, s'il le remplace, s'il le tue. Pour conclure ma présentation, à travers Ravage, Barjavel ne se contente pas de raconter une apocalypse, il construit une fable philosophique et morale sur les excès du progrès, certes,
mais surtout sur la nécessité de redéfinir ce que signifie être humain et notre rapport à la société, notre rapport aux autres, etc. Parce que comme on l'a vu, cette fin de roman laisse un goût amer tout de même, malgré la renaissance d'un nouveau monde. La modernité technicienne, qui était loin de libérer l'homme, l'a asservi à des forces qu'il ne maîtrise plus. Tout est devenu trop compliqué pour tout comprendre, hein. La catastrophe révèle cette dépendance, mais elle ouvre aussi la voie à une possible renaissance, fondée sur une simplicité, le travail et la foi. Cette renaissance reste ambiguë, hein, comme déjà dit. En rejetant totalement la science, euh, le narrateur semble condamner l'humanité à l'immobilisme. Ravage est alors, en quelque sorte, profondément dialectique au sens presque marxiste du terme. Elle oppose la puissance destructrice du progrès à la fragilité créatrice de l'homme. En cela, Barjavel rejoint les grandes interrogations du XXe siècle qui découlent de la révolution industrielle et de la Première Guerre mondiale. Comment concilier une technique avancée et l'humanité? Comment éviter que le progrès ne devienne une nouvelle forme d'esclavage? Et pour finir, en citant ce bon vieux René, l'homme, pour survivre, doit d'abord apprendre à être. Bien. Eh ben, écoute, sur le fond, c'est très clairement, peu importe, hein, on a essayé de voir premier, deuxième, on s'en fout, c'est très clairement un précurseur, ça se respecte éminemment. Après, bon, dans sa forme, moi je suis moins convaincu, mais ça c'est personnel, dans la forme au sens du récit, hein, pas de la forme de l'écrit, je l'ai pas lu. Voilà, après, ça nous lancerait dans des grands débats. Je pense qu'on est tous prudents face à la technique, mais bon, j'ai pas forcément envie d'un retour médiéval non plus, parce que le monde n'est pas que la technique non plus, il y a tout ce qui va avec de négatif et de positif. La technique est qu'une partie du monde qui évolue. Ceci étant, c'est un sujet très intéressant, ça aurait mérité sans doute un petit peu plus de préparation pour que je sois plus pertinent et qu'il y ait des références qui me viennent, parce que Dieu sait qu'il y en a. Ça répond aujourd'hui encore à des questionnements. Il suffit de repenser, tu sais, à la Covid, hein, et les craintes qu'on a eues par rapport à ça, hein, d'enfermement et compagnie, et de pertes un petit peu, pas forcément là pour le coup technologique, mais du cadre dans lequel on vit. Même si très clairement, la matière, je pense que le réel et l'expérience pèsent plus que la littérature, hein. C'est plus le cancer, la pollution ou l'urbanisation dégueulasse qui vont entraîner la modification des comportements par rapport à la technique. Mais n'empêche que voilà, ça répond toujours à des angoisses modernes. C'est une présentation qui est assez porteuse sur son thème. Ceci étant dit, tu présentes aussi un livre, donc on va pas partir dans tous les sens non plus. Mais oui, je fais partie de ces gens qui disent, ah ben figure-toi, je me suis corrigé. J'allais dire le Covid, et je me suis dit, normalement, dans le jargon, on dit la Covid. Donc voilà, je me suis corrigé pour ne pas heurter des oreilles sensibles et pour éviter, figure-toi, le commentaire contraire. Donc vous êtes jamais content. Quoi que je dise, quoi qu'on dise, ça ne va pas. Non, mais c'était, écoute, très intéressant. Ça donne quand même envie de le lire. Après, bon, j'aurais sans doute pas le temps, mais comme je l'ai dans ma bibliothèque, Le Voyageur imprudent, peut-être que je le lirai un jour. En tout cas, le thème est toujours actuel, et du coup, c'est pas un livre qui, dans ce cadre-là, a vraiment vieilli, quoi. Donc au moins, c'est ça de prix par rapport à certaines présentations qu'on peut faire parfois, où effectivement on admire le récit, la technique littéraire, mais on sait qu'on est face à des préoccupations et des problématiques qui sont celles du monde d'avant. Il y a toujours des ponts à faire, j'essaye de les faire, mais on se rend compte quand même que le monde n'est plus celui du 19e, et on évolue dans un cadre qui est différent. Après, l'homme reste l'homme. Bah écoute, c'est très intéressant. Encore une fois, je conclus, hein, remerciements les plus chaleureux à tous ceux qui sont venus, et à tous ceux qui viendront, hein. Comme d'habitude, t'es le bienvenu pour revenir. Donc quand tu voudras, même si j'ai quelques trucs qui sont déjà programmés pour l'an prochain. On se retrouve pour la dernière vidéo. Alors officieusement, il y aura encore je posterai quelques conneries gaming. J'ai fait un petit let's play que je posterai, mais vendredi, dernière vidéo qui sera le bilan de l'année. Donc venez nombreux si vous avez des choses à dire, où j'essaierai de faire un petit bilan de l'activité, de ce que j'en pense, et voilà, des choses positives, des choses négatives aussi en rafale, par rapport à un bilan de ce que je pensais être et de ce qui est dans les faits, quoi. Donc voilà, ce sera l'occasion de dresser un petit bilan de l'activité. Voilà. Bah écoute Pierre, je te remercie. C'est très Merci à gentil de ta toi. part.
Tu reviens quand tu veux, et puis bonne soirée, bonne continuation de semaine à tous, et puis voilà, bonne fête qui s'annonce, bonnes vacances à ceux qui seront en vacances, et tout ça quoi. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.